On se retrouve aujourd'hui pour l'explication du prologue de Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Présenté par le journal Le Monde comme un superbe hymne à la nature, Là où chantent les écrevisses est le premier roman de Delia Owens, diplômée en zoologie et biologie. Publié en 2018, il s'est vendu aux États-Unis à plus de 5 millions d'exemplaires et a été adapté en 2022 au cinéma. Il narre l'histoire de Kia Clark, abandonnée par sa famille à l'âge de 10 ans. Contrainte à survivre seule dans un marais de Caroline du Nord, elle fait de ce milieu naturel un refuge, un moyen de se nourrir, mais aussi un lieu d'observation et d'étude des animaux et des végétaux. Sa route croise celle de Tate, amoureux comme elle de la nature, qui lui apprend à lire et à écrire, mais qui l'abandonne à son tour. Elle rencontre par la suite Chase Andrews, un jeune homme apprécié par les habitants de Barclay Cove, mais qui s'avérera être violent et cruel. Dans le prologue du roman, la narratrice décrit le marais Ovikia, un lieu d'une beauté incroyable, et le marécage, un milieu sombre et inquiétant. C'est dans ce dernier qu'une macabre découverte est faite, précipitant le début de l'histoire. De la sorte, nous allons nous demander comment ce prologue, en vantant la beauté du marais et en accentuant la noirceur du marécage, annonce la suite de l'intrigue. Pour cela, nous verrons dans un premier mouvement la description du marais des lignes 1 à 4, la description du marécage des lignes 5 à 10 et la découverte du corps de Chase Andrews des lignes 11 à 15. Débutons tout d'abord par le premier mouvement, la description du marais des lignes 1 à 4. La négation totale qui ouvre ce prologue peut sembler tout d'abord anodine. Un marais n'est pas un marécage, ligne 1, puisqu'elle distingue deux milieux. Pourtant, cette négation n'est absolument pas hasardeuse dans la mesure où elle oppose par extension deux personnages, Kia, qui sera surnommée plus tard la jeune fille des marais, et Chase, dont le corps, on va le découvrir et retrouver dans le marécage. Ainsi, dès la première phrase, Kia et Chase sont présentés comme des êtres bien distincts, des êtres qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Mais également, dans l'esprit du lecteur, s'installe l'association suivante. Kia est à l'image du marais, tandis que Chase est assimilé au marécage. Le prologue se concentre en premier lieu sur la description du marais. Nous pouvons noter qu'il apparaît comme un endroit idyllique. La métaphore, espace de lumière, à la ligne 1, nous plonge dans un lieu lumineux et agréable. En outre, il est peint comme un endroit vivant, où faune et flore cohabitent en harmonie. La gradation ascendante, l'herbe pousse dans l'eau et l'eau se déverse dans le ciel, suggère un mouvement de la terre vers le ciel qui donne une impression de grandeur et d'infini. Les verbes de mouvement, pousse et se déverse, rendent compte de la vitalité du milieu. De plus, la rencontre de l'eau et du ciel installe le bleu au cœur du décor et accentue indéniablement la beauté du marais. Le champ lexical de la nature continue d'habiter ce premier paragraphe. Ruisseau paresseux, disque du soleil, mer, échassier, lignes 2 et 3. Il est important de remarquer la poésie qui rythme cette description. La métaphore, disque du soleil et la référence à la grâce, à la ligne 3 des oiseaux, permettent de sublimer le décor et ceux qui le composent. La négation totale, comme s'il n'était pas fait pour rejoindre les airs, renvoie à l'élégance, au charme des échassiers, dont le spectateur est privé lorsque les volatiles disparaissent de sa vue. Enfin, après avoir sollicité le sens de la vue, la narratrice éveille notre ouïe, en évoquant le vacarme d'un millier d'oies des neiges. C'est sur cela que nous allons passer au deuxième mouvement, la description du marécage, lignes 5 à 10. C'est donc sur ce bruit assourdissant, celui des oies des neiges, qu'apparaît le marécage. Immédiatement, nous pouvons être sensibles à l'absence de lumière. Effectivement, le champ lexical de l'obscurité est palpable, tourbière, enfouie, fangeuse, sombre. Alors que le marais semblait offrir l'incroyable spectacle de la nature, le marécage nous plonge dans une atmosphère effrayante. Notons le sentiment d'enfermement suggéré par le complément circonstanciel de lieu à l'intérieur et le participe passé enfoui. De plus, la personnification de l'eau, parce qu'elle a absorbé toute la lumière dans sa gorge fangeuse, ligne 6, lui donne l'apparence d'un monstre qui dévore la lumière. La comparaison avec les vers de terre, même l'activité des vers de terre paraît moins nocturne dans ces lieux reculés. Ligne 7, les vers de terre, rappelons-le, se nourrissant la nuit, a pour dessein de rendre l'obscurité plus frappante encore, afin que le lecteur puisse se la figurer. D'ailleurs, le pronom indéfini « on » à la ligne 8 semble presque s'adresser à lui, comme s'il était plongé dans le marécage. On entend quelques bruits. La dimension effrayante de ce lieu s'intensifie grâce à l'antithèse bruit-silence, ligne 8. Il est vrai que le vacarme des oies des neiges à la ligne 4 paraît plus rassurant que le silence qui règne sur le marécage.
La gradation, la vie se décompose, elle se putréfie, elle devient humus, fait écho au travail des vers de terre qui décomposent les déchets organiques, offrent de la nourriture aux plantes et aux arbres et permettent donc la vie. Néanmoins, l'antithèse, une saisissante tourbière de mort qui engendre la vie, n'est plus à comprendre comme une référence au rôle joué par les vers de terre, dans la mesure où c'est dans cette tourbière que repose Chase Andrews. En effet, cette tourbière, qui habituellement transforme la mort en vie, va cette fois-ci transformer la vie en mort. Nous allons terminer par notre troisième mouvement, la découverte du corps de Chase Andrews, des lignes 11 à 15. Le complément circonstanciel de temps, le matin du 30 octobre 1969, met fin à la description du marécage. Cette indication temporelle a pour but d'apporter une précision quant à la découverte du corps de Chase Andrews, mais aussi de signifier l'élément perturbateur. Il est intéressant de noter la personnification du marécage, le marécage qui sans surprise l'aurait englouti en silence. Elle le présente presque comme un complice du meurtre, lui attribuant la volonté de dissimuler le crime. La négation partielle « un marécage n'ignore rien de la mort » révèle à quel point la mort des éléments et des choses est monnaie courante dans ce lieu. Elle lui confère même une connaissance absolue, le marécage ayant résolu le mystère de la mort. En outre, l'épanorthose, donc c'est une modification, une correction de ce qui vient d'être dit, et ne le considère pas nécessairement comme une tragédie, en tout cas pas comme un péché, suggère alors que l'histoire n'a pas encore commencé, que la personne qui a tué Chase Andrews n'a pas commis une faute impardonnable. Plus encore, le fait que Chase se trouve dans le marécage, lieu nous l'avons vu sombre et inquiétant, pourrait sous-entendre que le personnage est à l'image de l'endroit où se trouve sa dépouille. Ainsi, ces éléments compromettent, même si le lecteur n'a pas encore fait sa connaissance, le protagoniste, pour lequel nous devrions pourtant, parce qu'il vient de mourir, avoir de l'empathie. La conjonction de coordination mais, ligne 13, montre que l'intention du marécage de faire disparaître le corps est perturbée par l'arrivée de deux garçons qui contrarient ses plans. C'est parce qu'ils prennent de la hauteur, comme l'indiquent les deux compléments circonstanciels de lieu, jusqu'à la vieille tour de guet au 3e palier, qu'ils aperçoivent ce qui n'a pas encore été absorbé par le marécage, à savoir le blouson en jean de Chase Andrews. Le prologue de Là où chantent les écrevisses pourrait être lu comme une simple description de deux milieux, un marais et un marécage. Cependant, il est bien plus que cela. En distinguant lumière et noirceur, la narratrice oppose implicitement Kia et Chase et encourage le lecteur qui s'apprête à découvrir l'intrigue à être du côté de la lumière et non de l'obscurité.